Salut tout le monde. Bienvenue pour ce quatrième épisode de Coup d'État à la maison. Donc on essaye dans Coup d'État à la maison d'accueillir des entrepreneurs qui continuent à bosser pendant la crise, pendant le confinement ou qui ont arrêté, en tout cas histoire de partager un peu des bonnes vibes et d'avoir un petit moment tous ensemble entre la communauté. Le manque de quoi faire commence à se faire ressentir, ça commence à devenir compliqué. Peut-être qu'à un moment je vais me raser la tête, mais je tiens bon. Et je pense qu'aujourd'hui, tenir bon, on va pouvoir en discuter avec Tongé. Donc Tongé, c'est le CEO, enfin c'était le CEO d'AfroStream, qui était une sorte de Netflix pour les contenus afro, donc afro-américains, enfin vraiment tous les contenus afro en général. On a fait une interview Coup d'État X avec lui qui était vraiment incroyable, que j'ai adoré, surtout à la fin le petit message sur la diversité, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'unique invité du Coup d'État à la maison numéro. Le temps que les écrans chauffent. Salut Tanger. Salut à tous. J'ai entendu ton commentaire sur les coiffeurs et vous voyez ma barbe. Alors, entre la vidéo, la photo que tu as utilisée pour la promo et la réalité de la barbe, la communauté coup d'État pourra confirmer qu'il y a eu un peu du mensonge sur la marchandise. En Mais même en tout temps, c'est pas cas, comme si on avait vraiment le choix, tu vois. Genre, il y a des trucs qu'on peut pas faire. grave. Et en tout cas, je suis ravi d'être là, ravi de profiter de ce moment pour parler avec toi, parler avec la communauté, qui je sais a beaucoup écouté le podcast et la vidéo Ouais, qu'on a ça a fait bien marché, ensemble. ouais. Et moi, je suis vraiment excité à l'idée de continuer cette conversation que j'ai avec toi et à répondre à des questions si jamais il y en a. On a eu quelques questions en amont, du coup, que je vais pouvoir te poser au fur et à mesure. Hmm. Les amis qui êtes là, n'hésitez pas à poser des questions aussi, soit par le truc de questions d'Instagram, soit directement en commentaire. De toute façon, on lit au fur et à mesure. On essaye de rester concentré et de lire les commentaires, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ouais, ravi de pouvoir continuer cette conversation avec toi. Toi, comment ça s'est passé ces dernières semaines? Je suis passé un peu par tous les stades. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un instinct de survie qui est très développé. Je suis un scorpion. Tu vois, j'ai vraiment l'ADN du scorpion. Donc, depuis janvier, j'ai des masques, j'ai des gants. Euh, T'étais je, prêt, quoi. je me rappelle, je revenais d'un voyage de business à Los Angeles fin janvier et j'avais été le gros masque que tu prends quand tu fais les travaux avec les filtres sur le côté et tout et tout. Donc j'étais prêt pour ce confinement, autant te dire que j'étais prêt. Maintenant, en termes de mindset, euh, un peu comme tout le monde, je suis passé par la phase où je me suis vraiment inquiété pour mes finances parce que quand tu es entrepreneur, que ce soit auto-entrepreneur ou tu as des business qui sont liés à ta personne, au service que tu rends, tu te dis que tes clients ou tes partenaires peuvent cutter les budgets comme ça Ouais. du jour au lendemain. Donc, je suis passé par cette phase d'inquiétude. Euh, et ensuite, je me suis résigné en fait. Je me suis résigné en me disant, bah, de toute façon, euh, quand tu es entrepreneur comme moi, tu jouis d'une liberté incroyable parce que un jour, tu es dans un avion, tu es dans un pays, un jour, si tu te réveilles à midi, tu peux te réveiller à midi, un jour, si tu veux travailler jusqu'à 4 heures du matin, tu peux travailler jusqu'à 4 heures du matin. Mais cette liberté-là, elle a un revers de la médaille, c'est que tu peux compter que sur toi. Et donc, ce muscle, finalement, que j'ai développé de la débrouille et de la survie, et je sais que le mot peut sembler exagéré, mais on n'est pas loin de ça. Du coup, ce muscle-là est vraiment pratique dans ce genre de situation parce que euh, après avoir accusé le coup, c'est le mode 2 qui s'enclenche et ce mode 2, c'est OK, comment on fait pour générer du cash tout de suite avec des choses qu'on sait faire les yeux fermés. Et une fois que cette étape-là est assurée, il faut quelques semaines pour la mettre en place. C'est l'étape 2. OK. Qu'est-ce que l'on a analysé? Qu'est-ce qu'on analyse de la situation actuelle qui nous permet de redéfinir tous les projets qu'on avait en cours, peut-être en mettre certains de côté. Ce qui était pertinent,
en janvier ne l'est plus en avril. Ça, je peux vous le dire. Ce qui était pertinent en octobre, quand vous voulez lancer un nouveau truc, n'est peut-être plus pertinent aujourd'hui, ou peut-être qu'il est encore plus. Mais en tout cas, ça impose de se poser les bonnes questions. Et ça, c'est un travail que je suis en train de faire en ce moment. J'ai déjà un peu commencé. Euh, et c'est se dire, OK, comment, alors que dans quelques mois, quand il y aura la sortie du déconfinement et que les choses reprendront leur cours normal, on s'apercevra que des géants de certaines industries ou des leaders de certaines industries auront mis la clé sur la porte. Ça veut dire qu'il y aura des nouvelles opportunités pour des nouveaux entrants. Ça veut dire qu'il va falloir bien comprendre euh, le marché, bien comprendre les nouvelles tendances, bien comprendre la psychologie des clients, mais aussi des partenaires. Et donc tout ça, c'est excitant en fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une crise qui est très particulière dans le sens où, bah, vu qu'on est chez nous, on a le temps de réfléchir, on a le temps de se projeter à ce qui peut se passer après. Finalement, enfin, si t'es pas un personnel soignant aujourd'hui, ou que t'es pas un livreur ou caissier, caissière ou je sais pas quoi, bah, tu vis pas la crise, t'as pas l'impression d'être tout le temps, t'es chez toi, tu continues, nous on continue à bosser, on a la chance d'avoir le privilège de pouvoir continuer à bosser. Toi, qu'est-ce que tu as mis de côté? Tu disais mettre de côté certaines choses, en créer de nouvelles. Qu'est-ce que tu as mis de côté? Qu'est-ce que tu as créé de nouveau? Ce que j'ai mis en pause là, et c'est plutôt une sorte de redéfinition, c'est je lance quelque chose dans la beauté naturelle des cosmétiques qui n'utilisent pas de plastique et que des produits naturels. Euh, ça va être ça va être redéfini en fait. La mission va être redéfinie parce que aujourd'hui le message sur l'environnement est toujours juste et important, mais je pense qu'il se passe quelque chose aujourd'hui euh, à cause de la crise qui renforce les inégalités sociales, qui renforce le manque de confiance que les populations peuvent avoir face aux gros industriels et au gouvernement. Et donc, ça, faut qu'avec mes partenaires, on le digère et on voit comment ça s'inscrit dans l'ADN de ce projet-là. Ça veut dire Donc, quoi digérer ça? Genre, ça veut dire observer beaucoup, ça veut dire réfléchir, observer ça veut... beaucoup, parler beaucoup avec... on manque un peu de recul. Ouais. Et c'est de se dire, OK, le storytelling qu'on avait construit autour de ce projet-là euh, s'inscrivait dans un monde qui n'existe plus. Ce monde-là, c'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il a mué. Et donc, j'ai besoin de comprendre dans quel nouvel état nous sommes, dans quelle nouvelle situation nous sommes, pour pouvoir, euh, de façon intelligente, redéfinir un message qui soit cohérent avec ce nouveau statut. Par contre, donc ça, c'est un projet dont on pensait que le contenu et le storytelling et la mission étaient clairs, elle était, mais Mais tout a là, changé. tout a changé. L'autre Mais point, c'est marrant. Ouais, dis-moi. l'autre point, c'est il y a des projets que j'avais mis en pause et qui maintenant euh, deviennent complètement pertinents. Donc, il y a 1 an et demi, avec un spécialiste de la finance, on avait développé, on commençait à développer une application, même on l'avait développée parce qu'on a le prototype, qui s'appelle Birma. Et en gros, c'est une application qui aide les gestionnaires de fortune et les gens qui ont des actions à réduire leurs pertes quand les marchés financiers euh, font ce qu'on appelle des bear markets, c'est-à-dire que ça s'effondre d'une dizaine de pourcents. Ok. Et en gros, les grosses banques utilisent plein d'outils qui coûtent très cher pour limiter leurs pertes, mais les petits porteurs, les petits investisseurs ou les family office, eux n'ont pas ces outils-là. Donc on se disait, bon, mon cofondateur sur ce projet-là
a des compétences, moi j'ai des compétences de start-up et tout. Donc on a fait le projet et tout, et on a un peu ralenti parce que soucis personnels de santé du côté de mon cofondateur et tout. Et aujourd'hui, on arrive à l'aube d'une grosse crise financière où malheureusement, ce sont tous les particuliers et les petits investisseurs qui risquent de tout perdre. Moi, j'ai une amie qui a perdu une amie américaine qui a perdu tout l'argent qu'elle avait mis de côté pour sa retraite parce que c'était placé sur des titres d'actions et tout machin. Bah, aujourd'hui, ce projet devient super pertinent, tu vois. Donc, euh, on va reprendre le développement de l'app. D'ailleurs, je crois qu'on va passer d'une app à juste un site internet. Le nom de domaine, on l'a toujours. Euh, tout ce truc-là. Et donc, tout d'un coup, ce qui était en sommeil redevient très pertinent. Donc c'est ce genre de choses qui est super intéressant à voir. Ça, ouais, ouais, je vois. Ok, donc il y a vraiment un gros changement de ton activité en général, parce que bah déjà il y a plus de déplacements, tout se fait en ligne aussi. Toi, tu bougeais beaucoup entre les US et la France, etc. Mm. Elle ressemble à quoi ta journée en ce moment? Je me suis forcé à avoir une routine alors ça va vous paraître bête ce que je veux dire, hein, mais on est en famille, donc on peut parler en confiance. J'ai décidé de me lever assez tôt et de me doucher le matin, ce qui est très important en fait. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en confinement ou même que vous êtes en hibernation, parce que c'est toujours, ça nous est arrivé de rester une semaine chez nous dans d'autres occasions, mais à partir du moment où vous commencez à vous dérégler et commencez à vous lever à 11 heures, vous douchez à 14 heures, petit déjeuner à pas d'heure, tout d'un coup, vous perdez toute notion du temps et de productivité et d'interaction sociale, même si elles ne sont pas physiques avec les gens, mais elles sont juste être connectées, appeler les gens à des heures qui restent régulières. C'était important pour moi de garder cette routine. Le matin, c'est le moment où je suis le plus créatif. Donc, j'essaye de faire en sorte de tout ce qui est itération autour des différents projets sur lesquels je travaille, je fais le matin. Euh, En après-midi, je fais beaucoup les quelques petits trucs chiants d'administratif, mais il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Et je fais un truc que j'adore, c'est du mentoring. En fait, Ah, parce que tu as lancé une offre, que du coup. ouais, alors il y a deux choses. Il y a le mentoring que je fais dans le cadre de The Family, où je suis part-time directeur. Donc, il y a certaines startups, dans certains entrepreneurs que j'accompagne sur différentes problématiques. En ce moment, c'est beaucoup de problématiques autour du marketing, de la gestion de communauté, parce que ces boîtes ont des vrais enjeux à ce niveau-là. Ils en ont beaucoup, enfin beaucoup d'autres, mais ça, c'est des vrais enjeux. Des enjeux aussi de relations entre fondateurs, parce que dans ces moments de stress et de crise, eh ben, il y a des tensions entre cofondateurs et c'est important de les aider à traverser ces tensions. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de rejoindre The Family, parce que leur projet ne correspond pas forcément à ce que The Family cherche ou leur projet n'est pas assez mature pour être dans The Family, je propose un service annexe, donc qui n'est pas lié à The Family. Ce sont des sessions de mentoring privées que je donne aux entrepreneurs. Ce sont des sessions d'une heure et sur lesquelles je les aide à atteindre leurs objectifs par rapport à tout type de projet. Alors, j'ai à la fois des gens qui sont employés et qui veulent se reconvertir et qui cherchent à créer un side business, et quelquefois sont des étudiants qui veulent lancer une entreprise en sortant de l'université. Et pour finir, là, j'ai des entrepreneurs euh, qui sont dans une phase de conversion, de pivot de leur boîte, soit à cause de la crise actuelle, soit c'était des pivots qu'il fallait qu'ils fassent il y a longtemps, et je les accompagne comme ça. Et c'est passionnant parce que, C'est- Ouais. euh, tu vois, avec mon expérience entre, bien sûr, créer ma startup, aller lever 4 millions de dollars aux États-Unis, lancer mon produit dans 28 pays, j'ai appris des tas de choses, mais aussi dans le cadre de mon travail à The Family, en parlant à tout un tas de startups et en étant confronté à tout un tas de problèmes, mais vraiment différents, dans des industries différentes,
je commence à voir des problèmes qui se ressemblent et euh, pouvoir apporter des solutions pertinentes euh, que les entrepreneurs peuvent mettre en place. C'est vrai que t'es une des personnes que je connais qui fait beaucoup de mentoring et de coaching de manière générale. Et c'est vrai que enfin, même chez The Family, tu passes, tu vas donner un conseil à droite, à gauche, etc. Moi, c'est un sujet que j'adore, évidemment. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle. Ouais, avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, toi, tu fais ça très régulièrement. Ça ressemble à quoi une session de mentoring? C'est quoi bien aider quelqu'un à avancer dans sa vie et à accomplir ses objectifs? Alors, une session de mentoring, c'est pas un cours. Euh, c'est, c'est, j'essaye d'aider l'entrepreneur ou l'entrepreneuse à construire la bonne façon de réfléchir à ses problèmes pour qu'au final, euh, quand elle est ensuite, cette personne est lâchée dans la nature et au boulot ou parle à ses employés, ses partenaires, ait le bon mindset. Donc je demande d'abord, la première session elle est toujours simple, je demande, ok, décrivez-moi votre business, mais donnez-moi un maximum de contexte. Parce que pour un entrepreneur, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient donner des conseils, mais qui n'a pas tous les détails du contexte. Donc on passe d'abord beaucoup de temps à ça. Et moi, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions pour être sûr de tout bien comprendre. Et une fois qu'on m'a donné tout le contexte, je leur demande ok, quel est votre objectif. Parce que rien qu'en en me donnant le contexte, il y a plein de choses que je commence à noter, plein de choses qui me semblent bizarres, problématiques. Et donc, avant de moi-même euh, signaler toutes les choses qui me semblent problématiques dans la situation actuelle du projet, je demande quel est l'objectif. Une fois qu'il me donne l'objectif, je passe en revue tous les problèmes qui me semblent évidents et que je peux le régler. Et je propose à l'entrepreneur ou à l'entrepreneuse euh, une sorte de roadmap, des étapes qu'il va falloir passer pour arriver à son objectif. Et je donne des actions précises à réaliser pour résoudre les différents problèmes auxquels ces entrepreneurs sont confrontés. Et je nourris ça également après notre call qui se fait par visio, par des articles à lire, mais qui sont vraiment précis par rapport à la situation, des vidéos qui peuvent renforcer les points que j'ai éclairés. Mais c'est vraiment nourrir l'esprit de l'entrepreneur et la réflexion de l'entrepreneur sur des points très précis pour qu'il puisse accélérer. Et en fait, tu sais, toi et moi, on vit dans un milieu, on est entouré d'entrepreneurs très talentueux, d'entrepreneurs internationaux, des gens qui ont réussi, échoué, qui ont rebondi. Ça, c'est notre normalité. Les gens avec qui je pars en vacances sont des entrepreneurs ou des artistes, euh, mais tout le monde n'a pas cette chance, en fait. Et quelque chose qui est, euh, je me suis rendu compte que pour avoir accès à moi en tant que mentor, il fallait soit faire partie des chanceux qui font partie de The Family, ou faire partie d'un cercle restreint et très compliqué. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre sur mon site internet euh, des heures disponibles de mentoring où il n'y aurait aucune discrimination dans la sélection, à part le fait que, bah oui, mon temps a une valeur, j'ai mis un prix minimal de l'heure, et les gens qui sont assez sérieux dans leur projet, ça ne les dérangera pas d'investir 200 euros pour avoir les conseils d'un expert qui peut transformer la vie de leur business, tu vois. Et, euh, et en dessous de ça, ça veut dire que s'ils n'estiment pas que l'investissement est assez important, euh, ça en dit beaucoup sur l'ambition qu'ils ont sur leur projet, tu vois. S'ils ont l'argent. S'ils n'ont pas l'argent, c'est encore un autre problème. Et donc, mais je voulais qu'il y ait un côté, ok, accessible à tout le monde. Vous pouvez le faire. Il y a une chose que j'ai faite, c'est que quand j'ai créé mon site internet qui porte mon nom, hein, c'est tonjebacan.com, euh, je voulais donner du contenu. Avant de demander aux gens de me faire confiance, j'avais envie de leur donner des preuves. Tu vois, j'avais envie de donner déjà du contenu
euh, qui pouvaient renforcer leur confiance. Et donc, je pense que quand t'es mentor, t'es généreux. Tu le disais tout à l'heure, moi, quand je suis à The Family, même pour ceux qui n'ont pas de rendez-vous avec moi, si je passe la tête et je comprends qu'ils ont un souci à régler, bah, je leur dis voilà, j'essaie de comprendre et je donne des conseils, mais pas des conseils en mode je suis le vieux sage, je sais tout, je sais pas tout. Mais ma question, c'est par quel point de vue tu attaques le problème et quelles sont les questions que tu t'es posées et pourquoi tu t'es limité dans ces questions-là et pourquoi la troisième option, tu l'as pas vue. Et je suis pas en train de te dire, prends la troisième option, mais je suis en train de t'ouvrir le champ des possibilités et, euh, et je te propose justement d'être plus courageux. Et pour être plus courageux, il faut que tu te sentes soutenu. Et c'est vraiment pour ça euh, que j'ai cette passion pour le mentorat. Toi, tu aurais aimé Et je vais avoir, être tout à fait avoir honnête, un mentor quand t'as commencé? j'aurais adoré, mais tu vois, parmi mes meilleurs amis, euh, il y a des gens qui sont devenus mes mentors, mais ils ont d'abord été mes meilleurs amis. Je vois quelqu'un demande quel est mon site internet. C'est tonje-bacan, je vais le noter, Vas-y, ouais. point com. Désolé, ça a mis des majuscules, mais voilà, j'ai écrit dans les commentaires. Euh, Par exemple, tu vois, Oussama, euh, pour moi, c'est un mentor pour moi. Ouais. Alors, c'est pas du mentoring, du genre on se pose pour faire des sessions de mentoring, mais parce qu'avec Oussama, on se parle souvent, mais pas spécialement de business, puisqu'on est amis. Euh, mais quand on parle de business, ça va très très vite. Euh, et comme on a vraiment confiance l'un en l'autre, je sais que le conseil qu'il va me donner est le fruit d'une longue réflexion, mais la façon dont c'est délivré est très court. Quelques phrases, boum, ok. Euh, et j'ai la même chose comme ça avec quelques personnes. Mais ça, ce sont des choses que on a nourries pendant des années. Euh, les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont pas tous la chance d'avoir ces relations parce que c'est pas une question d'intelligence. Moi, je suis pas pour avoir ces relations-là, j'étais pas plus malin qu'un autre. C'est effectivement, j'étais au bon endroit au bon moment. Je lâchais pas. Effectivement, je suis assez sociable et je connecte facilement avec les gens. Mais euh, moi, j'ai envie d'offrir cette proximité à des gens qui sont à des milliers de kilomètres de moi, mais qui sont tout aussi ambitieux. Et quelquefois, les gens se demandent, oui, mais ok, moi, je fais pas un truc dans la tech. Ce que je fais, c'est, je suis en région PACA, je veux lancer une franchise de pharmacie, mais je veux pas le faire. De la pharmacie façon papa, grand-père, j'ai envie de créer une marque, faire un truc. Je sais pas oui, parce que on peut aider ces gens-là parce que on s'y connaît en branding, on s'y connaît en acquisition de consommateurs, on s'y connaît, tu sais, moi j'ai fait des gros partenariats avec M6, TF1, Orange. Donc quand tu travailles avec des grands groupes, euh, dois créer des partenariats commerciaux avec eux. Chaque point, c'est difficile. Tu crées des pharmacies et tu dois négocier avec des gros labos parce que tu veux finalement avoir une stratégie de distribution un peu différente, tout ça, sur ça, on peut aider. Donc, faut pas que les gens se disent que, ah bah oui, mais vous êtes les gars, cool, vous êtes dans TechCrunch, vous faites des trucs de start-up, euh, est-ce qu'on peut oser vous contacter pour vous parler de nos projets qui sont différents? Bah oui, oui, venez nous parler. Ah ouais. C'est la grande mission de coup d'État, c'est de à la fois pas discriminer sur les gens qui peuvent avoir accès à ce savoir
et surtout pas sur leur projet, parce que c'est de dire, enfin, c'est ce qu'on dit depuis le début, depuis 2 ans que j'ai repris Coup d'État, c'est que bah ouais, en fait, il y a plein de gens qui suivent ce qu'on fait et qui ont des types de boîtes très différents, très larges. Il y a effectivement des startups tech, mais il y a aussi plein d'autres types de business qui sont plus ou moins ambitieux en fonction du niveau d'ambition des gens. C'est aussi un truc sur lequel on peut discriminer très vite, tu vois. C'est genre, ah, bah, toi, t'as pas un niveau d'ambition de je veux changer le monde, bah, du coup, ça vaut pas la peine. C'est un truc qui me rend fou, tu vois, genre Ah, grave. dans l'écosystème. Et voilà, j'aime bien cette mentalité-là. C'est pour ça que je suis content qu'on puisse en parler tous les deux. Tu sais que moi, j'ai une Euh, relation très particulière avec Coup d'État. Je ne sais pas si ouais, les gens ici le savent. J'aime le rappeler parce que j'avais complètement oublié et Alice et Oussama me l'ont rappelé il y a quelques années. Quand ils ont créé Coup d'État, j'ai été. Donc, la première version de Coup d'État date de 2014. 2014, ouais. Ouais, 2014, donc il y a 6 ans. Et quand ils l'ont créé, alors que je ne connaissais pas encore, j'ai été la première personne à m'inscrire. Ils venaient de mettre la landing page, le site internet en ligne, et du genre, une dizaine de minutes après, j'avais sorti ma carte bleue et payé pour la formation pour Coup d'État. Et faire cette formation a vraiment changé ma vie. Alors, j'avais déjà entrepris. J'avais euh, les premières entreprises que j'ai faites, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elles n'ont rien à voir avec de la tech. Dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'ordre, j'ai produit et réalisé des clips vidéo. Ensuite, j'ai produit le premier gros show de stand-up en France et découvert des artistes comme Fabrice Eboué, Thomas Gijol, que Tagbo, Frédéric Shaw, Mathieu Madénian, tout ça. Après, j'ai produit des pièces de théâtre et dirigé un théâtre à Paris. Et quand j'ai voulu faire la transition vers le digital, j'ai fait la formation Coup d'État. Et donc, Coup d'État a eu un impact très important dans ma vie. À l'époque, c'était quand même plus dirigé à start-up, mais euh, ça m'a permis de formaliser plein de choses, des choses que j'avais appris sur le terrain. Euh, Ça m'a permis aussi de me créer une famille d'entrepreneurs euh, qui sont devenus des amis très proches, des confidents, des gens que tu appelles quand t'as pas le moral parce que soit ton business vacille, soit parce que t'as perdu la visibilité par rapport à ta mission. Donc c'était génial d'avoir ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends la communauté qui est chez Coup d'État, qui, euh, qui cherche à se transformer, qui cherche à transformer son business, qui cherche à faire partie de quelque chose. Tu vois, dans ces temps de confinement, des temps de récession qui approchent, on a plein d'incertitudes, il y a plein d'inconnus. Et ce qu'on recherche, c'est des choses sur lesquelles on est sûr. On cherche à faire partie de quelque chose qui est solide. C'est ce que je veux dire. Donc je pense que si je réfléchis aux tendances qui vont venir, qui vont se renforcer, ça va être tout ce qui va être communauté. Pas forcément communautaire, communautariste. Je parle pas de. Je dis pas que les gens vont euh, euh, être de plus en plus sectaires et s'enfermer, mais je pense que on va chercher l'authenticité, on va chercher du soutien, on va chercher de l'échange, on va chercher de la bienveillance. Et coup d'État, c'est ça pour moi. C'est ce que c'était en 2014 et c'est ce que c'est aujourd'hui. Bah écoute, ça fait hyper plaisir. Ça fait hyper plaisir, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Enfin, que ce soit à travers les vidéos, que ce soit à travers le Slack de Coup d'État, que ce soit, enfin, genre même les commentaires, hein, même ce qu'on voit là en live, les gens qui écrivent, tout ça. Genre, c'est toujours ce qu'on cherche à construire, les gens qu'on cherche à rassembler. Bah, tu vois, je vois Sébastien qui met un petit pouce là. Sébastien, il est à La Réunion et il fait des diffusions des contenus Coup d'État pour plein de gens qui se réunissent et qui regardent Coup d'État ensemble, etc. Enfin, genre en fait, il y a vraiment ce mouvement effectivement de bienveillance, de vulnérabilité et d'honnêteté aussi, tu vois, Mm. qui est là. Et je suis content par rapport à tout ça. Je suis content que tu en parles.
Il y a une question que je Euh, vois, j'ai une question Vas-y, ouais. que je vois de Salah Création qui me demande est-ce que j'ai des exemples concrets de projets thématiques de coaching que je réalise. C'est les thématiques très classiques, c'est comment définir son projet, comment trouver son cofondateur, comment recruter la bonne équipe, euh, comment lever des fonds, comment euh, euh, faire pivoter un projet ou un produit, comment atteindre le product market fit. Euh, c'est toutes les questions classiques que se posent les entrepreneurs. Sauf que moi, je ne suis pas là pour donner un cours. C'est comment, dans ta situation, ton projet, ton industrie, euh, et par rapport à là où tu en es sur ta roadmap, euh, on t'aide, je te donne les clés pour trouver le product market fit. Si tu viens me voir parce que tu as des vrais problèmes avec ton cofondateur ou ta cofondatrice et tu sais pas comment lui parler ou vous savez pas comment vous parler et vous êtes sur le point d'arrêter l'entreprise parce que vous embrouillez, euh, en une session avec moi, je peux te donner les clés pour que tu prennes une décision entre continuer avec cette personne ou pas. Euh, tu vois, des choses très concrètes, vraiment applicables. C'est pas un cours, c'est vraiment quelque chose qui est personnalisé par rapport à votre situation et qui est là pour changer la vie de votre entreprise, votre projet. Ouais, et c'est un Quelqu'un truc qui est... qui a beaucoup de valeur, ouais, forcément. Et pour ceux qui n'ont pas d'entreprise aujourd'hui, qui sont des employés et qui cherchent à se lancer, c'est euh, au moment où vous avez euh, passé du temps à regarder plein de vidéos, vous avez fait des formations, et vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, c'est OK. Là, je vais me lancer, ce side business euh, dont j'ai toujours parlé, là, je suis prêt à le lancer. J'ai même commencé à le lancer. Est-ce que mon idée est viable? Euh, et vous avez besoin de vous l'assurer. Moi-même, ça m'intéresse euh, aussi par curiosité, hein, parce que j'ai une grande curiosité et j'aime aussi découvrir des talents. Faut pas se dire que votre projet est trop petit pour quelqu'un comme moi parce que ce serait sous-estimer ma curiosité et mon intérêt pour les uns et pour les autres. Très clair, très clair. J'ai eu des questions du coup un peu en amont pour changer un petit peu de sujet et passer un peu Mhm. plus sur ton expérience, des points qu'on n'a pas forcément abordés pendant l'interview. Mhm. Si les gens, si vous nous regardez et que vous n'avez pas vu l'interview de Tongé, ça a été dit dans le chat juste avant, regardez-la. Hello Franchement, Ophélie, hello Ophélie. il y a Ophélie qui vient de nous rejoindre. Il y a pas mal de monde, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, donc j'ai eu des questions, notamment par exemple, c'est un truc dont on n'a pas parlé, c'est de Mhm. Y Combinator, puisque tu parles Ouais. de Family depuis tout à l'heure, de coup d'État, de la communauté. Comment ça s'est passé l'entrée chez Y Combinator? Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est aussi pour ceux qui connaissent pas, qui nous regardent, et nous raconter un peu tout ça? Bien sûr. Donc Y Combinator, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde. C'est l'équivalent de la NBA ou de la Champions League dans le monde des startups. Et c'est un incubateur qui est installé dans la Silicon Valley. Euh, des compagnies comme Stripe, le service de paiement, sont nées dans cet incubateur. Airbnb est né dans cet incubateur. Euh, Coinbase, donc des grosses boîtes sont nées Reddit, là-bas. 9gag, ouais, ouais, Exactement. Et donc, moi, je n'avais jamais entendu parler, en fait, avant de faire coup d'État à l'époque. ok. Et Oussama, dans les conférences coup d'État, euh, expliquait que The Family était né un peu grâce à Y Combinator, il en avait été inspiré, et, et c'était un peu la référence euh, pour tous les entrepreneurs les plus ambitieux. Et je me disais, bah, ok, c'est cool, moi ça me parle pas, je suis pas venu dans ce monde-là pour faire ça, mais
Why not? Tu vois, c'était même pas pour moi. J'imaginais pas un jour que j'irais. Et plus j'avançais dans mon projet, plus je passais d'un projet qui était franco-français à un projet qui avait une ambition mondiale. Et quand j'ai commencé à aller frapper aux portes des investisseurs français, j'ai réalisé que ils comprenaient pas déjà ce que je voulais faire, mais que euh, il fallait des gens avec une mentalité un peu anglo-saxonne, une vision plus mondiale pour pouvoir m'aider à me développer, en tout cas, et pouvoir m'aider à lever des fonds. Euh, les patrons de Y Combinator étaient en tournée en Europe pour rencontrer différents entrepreneurs, différents écosystèmes. Et quand ils sont passés à Paris, euh, Oussama m'a sélectionné pour que je puisse faire un entretien avec eux. C'était en 2014. Et je me rappelle, ils étaient deux dans une petite pièce dans les locaux de The Family. Et à l'époque, j'étais déjà bilingue, mais j'étais beaucoup plus timide en anglais. Et j'aurais pitché AfroStream, mais je l'ai pitché comme un Américain. Qu'est-ce que ça veut dire pitcher comme un Américain? Qu'est-ce que c'est la différence? C'est, c'est, en tant que Français, on nous apprend depuis tout petit à réfréner notre ambition, à ne pas dire clairement quelles sont nos ambitions. On nous fait croire que être ambitieux, ce n'est pas être humble. Mais non, voir grand, ça n'a rien à voir avec être arrogant. Voir grand, c'est vouloir embarquer les gens dans une aventure et c'est essayer d'avoir un gros impact. Et donc, j'ai dû essayer de, euh, de sortir de mon carcan d'entrepreneur français, en tout cas de ma manière de pitcher. Et je parle bien depuis tout à l'heure de ma manière de pitcher, pour rentrer dans cet exercice qui est beaucoup plus américain, beaucoup plus dans le show, mais sans être un mytho, hein. Mais c'est juste dans la délivrance de l'idée, dans l'enthousiasme que l'on a. Tu vois, j'ai même osé sourire, mais les Français sourient pas quand ils présentent leur projet, ils font la gueule, tu vois ce que je veux dire. Donc là, j'ai souri comme. Pas Tu que vois, quand ils présentent leur projet. on a vu toutes mes dents, on a vu mes dents de devant, mes dents de derrière. Tu vois, j'ai souri. Parce que les Américains, quand ils présentent leur projet, tu as l'impression qu'ils sont heureux d'échanger avec toi le projet sur lequel ils travaillent depuis longtemps. Et on commence à voir des entrepreneurs français qui font ça et quand ils le font bien, bah, ça marche. Et donc, les Américains ont kiffé ma présentation et ils me disaient, mais ce qui est bien, on n'est pas sûr que tu y arriveras, mais quand on parle, ça a l'air gros comme projet. Et les Américains, c'est ce qu'ils veulent, en gros. C'est est-ce que tu es ambitieux? Est-ce que ça va être gros? Est-ce qu'on parle de grosses parts de marché? Et donc, j'ai fait ça. Euh, et puis, ils m'ont mis au défi de les recontacter quelques mois plus tard, parce que de contrat avec les studios de cinéma, j'avais pas encore de plateforme de streaming, donc ils m'ont dit, OK, c'est bien les idées, mais reviens dans 2 mois avec un contrat, avec un gros studio et un prototype de ta plateforme, et à ce moment-là, euh, on pense qu'on pourra faire quelque chose. Bah, 2 mois après, je me suis battu comme un lion pour avoir mis ça en place. D'ailleurs, je raconte je crois que je le raconte dans l'épisode qu'on a fait ensemble sur Coup d'État, et je le raconte aussi dans un article de blog que j'ai écrit. Vous le retrouverez sur mon site internet. Euh, et donc quelques mois après, j'étais à Y Combinator. Y Combinator, alors ce qui est génial, c'est que il Donc, du coup, tu as te, déménagé à San Francisco et tout? ouais, j'ai déménagé à San Francisco. Donc Ok. j'ai été pris après avoir candidaté. Euh, et ce qui est génial, je suis parti avec mon cofondateur, Ludovic Bostral, qui était le directeur technique de la boîte, c'est ce qui s'occupait de tout ce qui était technologie. Et on a déménagé à San Francisco, dans la banlieue de San Francisco qui s'appelle Mountain View. C'est là où il y a Google et toutes les grosses boîtes comme ça. Euh, Y Combinator a financé notre voyage.
C'est-à-dire ils ont investi 150 000 dollars dans notre boîte. Ah oui, on a dû créer une boîte américaine, mais ça se fait en ligne, hein. Aujourd'hui, c'était plus Tout facile de pareil créer qu'en ma boîte France. américaine que ma boîte française. Ouais, donc, ça se fait en ligne. Ça coûte 1000 dollars. Ça coûte 1000 dollars de créer une Ouais. boîte aux États-Unis. Donc, et vous n'avez pas besoin d'être américain. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer aux États-Unis pour le faire. Euh, j'ai ouvert un compte en banque aux États-Unis, bah, sans jamais aller à la banque, dans cette banque-là. Et pourtant, j'ai levé 4 millions de dollars. Donc, à un moment donné, il y avait 4 millions de dollars dans ce compte-là. Et je n'y suis jamais allé. Mm. Mais ils sont Euh, contents, ils sont contents. Il y a des ouais, sous, j'aime ils sont bien. contents. Je ne les vois pas, ils me voient pas. Et donc, mais en échange de ces 150 000 dollars, Y Combinator prend 7% de votre boîte. Euh, alors, certains trouvent que c'est beaucoup, d'autres trouvent que c'est rien. Moi, je trouve que c'est rien du tout. Parce que, soyons honnêtes, à cette époque, ma boîte, elle valait zéro. Donc, quand on te donne 150 000 dollars pour 7%, alors que, en fait, votre boîte, elle est en gestation et il vous faut venir à San Francisco pour vous donner les outils pour réussir, pour vous mentorer. Moi, mon mentor, là-bas, c'est celui qui est devenu le patron aujourd'hui de Y Combinator, Michael Seibel. C'était celui avec qui j'avais des entretiens toutes les semaines. Euh, donc en plus, ça vous donne accès à un réseau qui est énorme, tu vois. Aujourd'hui, quand les entrepreneurs que j'accompagne à The Family ou en perso, je leur parle de la façon dont je les accompagne. Ok, je donne des conseils, mais quand il le faut et quand c'est pertinent, je décroche mon téléphone et j'appelle les bonnes personnes pour essayer de faciliter des deals. Donc c'est ce que Y Combinator a fait pour moi et pour plein d'autres, puissance 1000. Parce que grosso modo, vous voulez faire un partenariat avec le plus gros des opérateurs téléphoniques aux États-Unis, ils connaissent quelqu'un. Alors, s'ils connaissent pas directement le patron, ils connaissent le directeur commercial. S'ils connaissent pas le directeur commercial, ils connaissent un entrepreneur qui a déjà fait un gros deal avec eux. Tu vois, donc c'est un réseau qui est énorme. Ce qui a été formidable dans mon expérience durant le programme qui dure 3 mois, euh, c'est la rencontre d'entrepreneurs du monde entier, tous très ambitieux, tout type d'âge. Ouais, en termes Ça va d'environnement, ça te du... fait un Ouais, sacré boulot. Ouais. t'as le mec qui a 16 ans et qui a déjà levé 3 millions de dollars pour un jeu qu'il a créé quand il était à l'université. Et t'as le mec ou la femme de 60 ans qui est docteur en je sais pas quelle science et qui lance une start-up dans la biotech. Et c'est passionnant. Et toi, tu es au milieu et tu dis, bah, moi, je vais faire un service de streaming, mais c'est cool, tu vois. Et encore une fois, ça a changé ma vie. Ouais, je peux le dire, ça a changé ma vie. Ça m'a permis de m'améliorer. Moi, j'investis toujours en moi. J'investis beaucoup en moi. Euh, J'achète énormément de livres. J'hésite pas à dépenser de l'argent pour me former. J'hésite pas à voyager pour rencontrer des personnes qui peuvent de façon informelle devenir mes mentors. Et c'est ce qui fait que j'ai plein d'opportunités qui s'apportent à moi. Et Y Combinator, ça a été ça. Donc, c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Comment se termine le programme? Au bout de 4 mois, il y a une présentation de votre projet devant des investisseurs. C'est une présentation qui dure une dizaine de minutes. Vous êtes seul sur scène et il y a les plus gros investisseurs des États-Unis qui sont là devant vous, plus des gens qui vous regardent en ligne, en streaming. Et alors, ils donnent pas, ils investissent pas tout de suite, mais à la suite de votre pitch sur une plateforme digitale, ils, grosso modo, ils donnent des sortes de likes, entre guillemets. Et quand ils like votre pitch,
Vous avez leur email, leur numéro de téléphone. Eux aussi ont vos coordonnées. Et après, c'est la course contre la montre. Pendant une semaine ou 2 semaines, vous essayez de closer un potentiel investissement. Donc voilà pour ceux qui étaient curieux de découvrir l'univers de Y Combinator. Bah, c'était très clair. C'était très clair. Et c'est vrai que enfin, en fait, c'est marrant parce qu'on est, The Family est beaucoup comparé à Y Combinator, évidemment, parce que c'est une sorte d'accélérateur. Alors, c'est pas défini comme ça par The Family, hein, c'est plus, on est une business family, etc. Mais donc, ouais, il y a ce truc d'accélérer, de rencontrer plein de gens, de te créer un environnement qui fait que tu vas pouvoir développer ton mindset et aller plus vite. Et ça, c'est un truc Exactement. qu'on essaye de faire dans Coup d'État, qu'on fait dans The Family, et que j'espère on arrivera à faire à plus grande échelle un autre jour, quoi. Ouais, encore une fois, euh, moi, je suis toujours allé vers les autres. Tu vois, j'aurais pu rester à regarder des vidéos sur Internet et apprendre, mais à bout d'un moment, t'as besoin de rencontrer ceux qui font. Ouais. T'as besoin de, Et et t'as je parle besoin pas de faire que, aussi. t'as besoin de faire, mais tu sais, te confronter à la réalité. Tu peux derrière ta feuille blanche, ton ordinateur, t'écris ton idée, t'as l'impression que t'avances, t'en parles à tes deux, trois amis qui n'ont rien à voir avec le business, qui vont dire, ah bah Jean-Claude, c'est génial ce que tu fais. Oh, ou Marie, oui, 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 ton idée, elle est top, vas-y, fonce. Mais en fait, si tu parles pas à des gens qui sont dans le game et qui eux vont dire, ok, c'est pas mal, mais est-ce que tu t'es posé telle ou telle question? Je suis pas en train de te donner une réponse. Mais si tu te poses telle ou telle question et tu les mets dans ton contexte, eh ben, ton projet, tu vas pouvoir l'affiner. Donc moi, je suis pas là pour être ton super fan, en fait. En fait, on s'en fout. Je suis pas là je suis pas, tu vois, là pour t'applaudir ou te caresser dans le sens du poil. Je suis là pour te poser les bonnes questions. Je suis là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre à un moment précis. Et ça, c'est pour que le mur là qui est devant toi, que t'as pas vu, le petit muret là, tu te le prennes pas. Ouais. Et ça, tu l'as que quand tu interagis avec des gens. Parce que une vidéo, ça correspond à l'expérience d'une personne à une époque donnée. Quand tu veux un conseil, il faut que la personne qui te parle ait du contexte. Donc, c'est pour ça que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est important à un moment, de mettre, une fois qu'on a regardé les vidéos, c'est bien d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Après, c'est bien de parler à des humains et de dire, voilà, ok, ma situation, c'est ça. Et comment on fait pour s'en sortir? Et moi, j'adore quand les entrepreneuses ou les entrepreneurs me demandent, Tanjay, là, tout a l'air de bien aller, qu'est-ce que je ne vois pas? Parce que, Ouais, parce que cette euh, prise de recul, elle est compliquée à avoir. Genre, exactement, en fait, il y a tellement, c'est comme d'avoir deux lentilles, tu vois. T'as le moment où t'as suffisamment de recul, mais où du coup tu fais pas, et où il y a un moment où il faut se mettre à faire, et puis le moment où t'es que en train de faire et t'as pas le recul, et passer de exactement. l'un à l'autre, c'est très compliqué, et c'est là que ton entourage, effectivement, rentre en ligne de compte énormément, ouais. Tu sais, moi, à titre perso, j'ai investi dans 13 boîtes, des françaises, américaines et il y en a une africaine. Et il y a un truc qui m'énervait quand j'avais des investisseurs, moi, qui avaient investi dans ma boîte, pas tous, mais certains, c'est à chaque fois qu'ils me demandaient comment ça allait, dans leurs questions, j'avais l'impression que la réponse que je devais donner, c'est tout va bien. Là, tu sais, il y avait une façon dont la question était posée où je sentais que ils voulaient pas vraiment que je leur dise ce qui se passe. Donc en Ouais. fait, ils voulaient juste que je leur dise ça va bien et après ils passaient à autre chose. Hmm. Moi, quand les investisseurs, les entrepreneurs m'envoient leur rapport mensuel sur ce qui se passe dans leur boîte, moi je m'attends à ce qu'il y ait des choses qui n'aillent pas. En fait, parce que quelle start-up, quelle PME ou quelle activité entrepreneuriale commence et tout va bien? Ça n'existe pas en fait. Ton business peut aller bien, mais ça ne va pas avec ton cofondateur. Ton business va bien, mais tu as des soucis avec un concurrent. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Donc, moi, quand j'investis ou quand j'accompagne quelqu'un, je fais OK, ce qui va bien, dis-le rapidement, dis-moi ce qui ne va pas. Parce que
sur ce qui va bien, je peux pas trop t'aider, ça va bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais ouais. Enfin, dis-moi ce si, qui va pas, en fait. Tu vois ce que tu je peux veux dire, dire? ouais, c'est super, c'est vraiment super, gros. Grave, grave, Ouais, grave, ouais, on est grave. d'accord. En plus, ce qui va bien, c'est pas qu'on s'en fout un peu, mais c'est ok, tu vends, c'est cool, ok. Donne-moi de la matière, donne-moi quelque chose sur lequel je peux travailler et t'aider. Euh, et ça, c'est ce qui est intéressant. Et encore une fois, je Mais dis c'est pour parce qu'il y a être, quand même il y a quand même une espèce d'injonction à aller bien tout le temps, tu vois. Genre, en tant qu'entrepreneur, on attend de toi que tu sois alors un leader, une leaduse, je sais pas quoi. Et il y a tout le temps ce ouais, mais c'est truc dont moi je différent. parle tout le temps, tu vois. Mais il y a deux choses qui sont différentes. Bonjour aux gens d'Abidjan, là. Je vois qu'il y a des gens, même à Abidjan, qui nous regardent. Euh, euh, il y a deux choses deux choses qu'il faut différencier. Tu peux être un excellent leader, que ce soit un homme et une femme, tu as du leadership, et ça veut dire que en temps de crise, tu sais amener tes équipes dans la bonne direction, tu sais motiver tes équipes, tu sais convaincre tes partenaires. Là, tu fais preuve de leadership. Ça, c'est impressionnant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise. Ça ne veut pas dire que ton Ah ouais? leadership, il est impressionnant que quand ça va bien. Au contraire, le leadership, souvent, ça se voit quand ça va pas, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est ce concept de d'honnêteté et de réalisme, bah ouais, en fait, là, présentement, ça va pas bien, je vais pas faire semblant parce que sinon, j'aurai jamais d'aide. Et demander de l'aide, exactement. c'est un pouvoir gigantesque en tant qu'entrepreneur et qui est trop souvent sous-estimé, en fait. Et en même Ah, temps, il y a un juste milieu entre s'aider soi-même et se faire aider. Enfin, c'est toujours compliqué, mais il faut avoir conscience que tout est important. et Valentin, ce live, il va falloir que tu le gardes en story, hein. Ah, mais t'inquiète, hein, ça va rester Euh, pendant 24 heures. D'ailleurs, on va bah, puisque... Ok. Ouais, je t'entends. Ok, bon, je pense qu'il y a un petit décalage. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que ça va couper au bout d'une heure. Le live, du coup, ouais, il sera dispo pendant 24 heures sur Insta et on va le récupérer et on va le remettre sur YouTube, comme tous les autres coups d'état à la maison qui sont dispo sur YouTube. Il y a plein d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu, mais du coup, on va pas avoir le temps sur le leadership, effectivement, sur le redressement de l'économie après la crise. Je, je, peux- bah, je peux répondre à Vas-y, cette vas-y. question. Vas-y, bien Je sûr. pense qu'il y en a pour 2-3 ans Ouais, je avant pense que c'est qu'on chaud, s'en ouais. remette, minimum, minimum. Mais justement, on a 2-3 ans pour créer des boîtes, 2-3 ans pour innover. Donc, c'est 2-3 ans d'opportunité. Mais je pense que c'est potentiellement même plus que ça. Genre j'en discutais avec Oussama un peu plus tôt et on disait genre en vrai, enfin ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses et économiquement il va falloir une vraie vague d'entrepreneuriat. Il va falloir une vraie vague de gens Exactement. entreprenant à tous les niveaux parce que le l'ordre établi va être parfaitement bouleversé et que dans ce cadre-là il faut des gens qui se lancent, il faut des gens qui font des choses qu'on leur a pas demandé Exactement. et on sera là avec Coup d'État pour soutenir ça et pour essayer de faire ça. Mais et secteur porteur, bah j'en sais rien. Garde les yeux ouverts, garde les yeux ouverts. Il y a plein de choses qui vont changer, qui sont en train de changer. Euh, il y a des trucs qu'on peut repérer déjà, hein, mais le problème c'est Ouais, qu'on a une visibilité qui est très faible encore sur le futur, quoi. ouais, exactement. Donc voilà. Et ben écoute, Tongé, merci beaucoup. Bah, plaisir. Big up à Coup d'État, big up à la communauté Coup d'État. Et je vous retrouve très bientôt. Vous avez mon site, tonje-bacan.com. À très bientôt. À plus, ciao. Bye bye. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, du coup, on se retrouve pour un prochain live. Je sais pas encore quel va être le rythme parce il y a beaucoup de taf en ce moment avec la création de la formation Trouver des clients. On est en train de voir avec Oussama pour créer la formation Anyone Can Scale quand même, enfin, produire des nouveaux types de contenus et tout. On profite du confinement et de tout ce chamboulement pour tester plein de nouvelles choses. Donc voilà. Merci d'avoir été là. Merci encore pour tous les commentaires, tous les petits messages. C'est là et c'est un plaisir d'être avec vous et de voir qu'il y a toujours autant de bienveillance. Ça fait trop plaisir. Et puis voilà, on se retrouve plus tard. Ciao.